Le vieux fou de dessin par François Place, quatrième et dernière partie, chapitres 13 à 16. Je te rappelle que cette histoire se passe au XIXe siècle au Japon. Tojiro est un petit garçon qui devient l'apprenti d'un vieil artiste qui s'appelle Hokusai. Dans le chapitre 12, Hokusai s'apprête à faire une œuvre incroyable, une performance dans une ville où les gens ne prennent pas son art vraiment au sérieux, pour prouver la qualité de son art et la grandeur de son talent. Vint le petit matin de ce fameux jour. Les préparatifs duraient déjà depuis plus de 2 semaines et mes assistants s'étaient affairés toute la nuit. Dans la cour du temple, on avait tendu une immense feuille de papier sur une natte de paille de riz tressée pour l'occasion. Des lattes de bois disposées régulièrement empêchaient le vent de soulever cette gigantesque feuille. J'avais fait fabriquer des pinceaux géants en paille de riz et en bambou. D'énormes quantités d'encre, contenues dans des baquets de bois, étaient réparties tout autour de la gigantesque feuille blanche. Tous les notables de la ville avaient pris place dans une tribune. La foule s'était massée dans la cour du temple, retenue derrière des barrières que gardaient les moines. Au lever du jour, revêtu d'un large pantalon de cérémonie et d'une tunique aux manches retroussées, je fis mon entrée, suivi des plus âgés de mes élèves. Je commençai à tracer la courbe de l'œil de Daruma. Pendant que cet œil immense apparaissait sur le papier, plongeant son regard dans le ciel, 5000 paires d'yeux rivés sur le sol me regardaient faire. Un assistant me présenta un deuxième pinceau et je dessinai le sourcil. Puis je dus avancer de plusieurs pas pour entamer la courbe d'un deuxième œil. Imagine Tojiro, le peintre se déplaçant au fur et à mesure sur l'œuvre qu'il crée. À la fin de la matinée, le visage de Daruma était fini. Je pris alors un pinceau plus large encore que les précédents et le tirant par-dessus mon épaule avec une corde, j'entamai le dessin de la robe. On aurait dit les flancs d'une montagne, sur laquelle l'étrange attelage que je composais avec mon pinceau se promenait tout en lui donnant forme. Quand le dessin fut terminé, je fis jeter la couleur à plein seau par mes assistants, tandis que d'autres épongeaient le trop-plein à l'aide de linge mouillé. À la fin de l'après-midi, le portrait était fini. Il ne restait plus qu'à le dresser sur son échafaudage. À mon signal, plusieurs équipes d'hommes vigoureux commencèrent à tirer sur les lourdes cordes passées dans les poulies du portique destinées à porter le dessin. Cela t'aurait plu, j'en suis sûre, de crier avec la foule « Oh, Is ! Oh, Is !» pendant que le portrait montait lentement au-dessus d'elle. À vrai dire, il était si grand qu'on ne put le dresser dans sa totalité. Tout le monde s'est alors approché pour l'admirer, avec l'empressement d'une armée de fourmis autour d'une part de gâteau. Et voilà, mon cher moineau, comment je suis devenu, pour tous les habitants de Nagoya, Daruma Sensei, le maître de Daruma. Chapitre 14. La grande vague. La neige a recouvert la grande ville. Il fait froid. Partout, on déblaye à la pelle les routes et les chemins. Cela fait 10 mois que Tojiro se rend chaque matin dans l'atelier du vieux peintre. La pièce est chauffée par un brasero près duquel le maître a installé sa table afin d'éviter que l'encre ne gèle sur ses pinceaux. Pas un jour ne passe sans qu'il n'y travaille. Parfois, il se met en colère. D'autres jours, il a une sorte de sourire dans les yeux. Aujourd'hui, la joie fleurit dans son regard. Le premier dessin de la matinée l'a mis de bonne humeur. On y voit un chichi qui s'ébroue dans la neige. Tojiro a fini ses exercices d'écriture. Pelotonné dans un coin de l'atelier, l'enfant regarde les estampes des 36 vues du mont Fuji, un recueil paru en 1830. Parmi toutes les images, une le fascine particulièrement. Elle a pour nom la grande vague à Kanagawa. C'est une vague monstrueuse qui s'apprête à déferler sur des barques de pêcheurs,
tandis qu'au loin se distingue, minuscule, le cône enneigé du mont Fuji. Comment le maître s'y prend-il pour arrêter ainsi le temps? La vague semble vivante, elle bouillonne d'écume, on la voit prête à s'écrouler. Par la seule magie de son dessin, le maître a fixé pour l'éternité les deux éléments les plus fluides de l'univers, l'eau et le temps. Alors Tojiro lève son nez et glisse un regard plein de reconnaissance vers le vieux peintre, toujours courbé sur son travail. Chapitre 15. Apprendre à dessiner. Parfois des amis, peintres ou hommes de lettres, viennent rendre visite au maître. Ils prennent le thé et discutent longuement des qualités et des mérites de chacun ou du renom de tel ou tel peintre en vogue. Mais Tojiro le voit bien, c'est encore son maître qui domine les conversations par la précision de ses critiques et la justesse de son jugement. Et dans ces occasions, sa culture littéraire et artistique se révèle prodigieuse. Et ce garçon, quand allez-vous lui apprendre à dessiner? Cher Hokusai, ses prunelles brûlent déjà du même feu que le vôtre. Tojiro dresse l'oreille. Est-ce de lui que l'on parle? Il n'a encore jamais osé demander au maître une leçon de dessin. Le vieil homme se préoccupe surtout de ses progrès en écriture et en lecture, et pour le reste, il lui conseille d'ouvrir les yeux et de bien regarder les livres qu'il lui prête. Je pourrais lui donner les manuels pour apprendre à dessiner, l'initiation au dessin rapide ou le recueil de dessins en un coup de pinceau. Encore que le moineau ne semble un peu jeune. Il est à peine tombé du nid et ne tient pas encore parfaitement le pinceau. Tojiro sent malgré lui des larmes lui monter aux yeux. Le maître n'est qu'un égoïste, pense-t-il. Il est très vieux. Il a un grand savoir et il ne veut pas le partager. Lorsque ses amis sont enfin partis, le vieux peintre vient s'asseoir auprès de Tojiro, encore tout triste de sa déconvenue. Il pose sur le tatami une boîte et en sort 10 petits livres. Tu sais, moineau, ce n'est pas la première fois qu'on me demande d'apprendre à dessiner aux autres. J'ai même imaginé des livres pour ça. Un manuel du dessin en un seul coup de pinceau, un autre qui apprend à utiliser le cercle et le carré, les deux formes primordiales pour construire un dessin. Cependant, mes amis n'étaient jamais satisfaits. Un jour, l'un d'eux m'a même fait le reproche de ne pas vouloir vraiment transmettre mon savoir, ce qui est la pire des insultes pour un homme comme moi, tu peux me croire. Nous étions plusieurs à discuter et la conversation commençait à tourner au vinaigre, quand, pour couper court aux critiques, je me suis soudain dressée en disant « Bon, vous voulez apprendre à dessiner? Très bien, regardez, et apprenez si vous le voulez. » J'ai pris un grand paquet de feuilles, de l'encre et un pinceau, et là, sans interruption, je me suis mise à dessiner tout ce qui me passait par la tête à la vitesse de la pensée. Une montagne? La voilà. Une troupe de mendiants? Les voici. Des acrobates, une cascade, une forêt de pins, 3 grenouilles, une lutte au bâton, une femme qui se peigne, un vieillard qui bâille, un chien dans la neige, un grillon, un paysan sous la pluie. Ils naissaient tous à l'instant sous les rapides coups du pinceau. C'est à peine si je levais la main, sauf pour recharger d'encre le pinceau. C'était à Nagoya, chez Gegotei Bokusen. Toute la journée, j'ai dessiné. Mes amis se prenaient au jeu et me soufflaient des sujets. Plus tard, un ami éditeur a souhaité reproduire ses dessins dans un album. Comme l'idée me plaisait, j'en ai dessiné des centaines d'autres, de quoi faire plusieurs livres. Je les ai appelés manga, dessins au fil de la pensée, et ces recueils ont pris le nom de Hokusai manga. Regarde-les, Tojiro, c'est le fruit de toute une vie d'observation. L'âge venant, je me suis de plus en plus intéressée à la diversité des formes dans la nature. Ce que tu as sous les yeux, c'est une véritable encyclopédie en dessin. Quand tu les auras bien étudiés, tu en sauras déjà beaucoup. Mais l'essentiel, tu l'apprendras avec tes mains, tes yeux et ton cœur. Quand le jeune garçon s'est bien rassasié les yeux,
le vieux peintre reprend la conversation. Au fait, moineau, si tu veux vraiment apprendre à dessiner, il te faut de vrais outils. Il dépose devant lui un carnet de feuilles blanches reliées et un étrange étui laqué en forme de pipe. Garde toujours ce yatat à la ceinture et n'hésite jamais à t'en servir, où que tu sois, à tout moment, en toute occasion. C'est notre sabre, à nous autres les dessinateurs. Tojiro ouvre le couvercle de l'étui, il protège un minuscule réservoir d'encre et dans le manche, un pinceau tout neuf. Chapitre 16. Le vieillard fou de dessin. Le 5 mai, jour de la fête des garçons, l'oncle de Tojiro a invité le vieux peintre à passer la journée en famille. C'est d'ailleurs à peu près la seule occasion où le marchand de gâteaux de riz se montre vraiment fier de son garçon adoptif. Comme tous les habitants d'Edo, il a décoré sa maison d'une carpe en papier qui danse dans le vent, symbole de la vitalité de l'enfant. Tout le quartier est en fête. On boit et on mange, plus que de coutume et de raison. L'oncle de Tojiro, sous l'effet des carafes de saké que remplit sans cesse son épouse, tutoie et embrasse le vieux peintre en lui déclamant des louanges sur les progrès qu'il a fait accomplir à son vaurien de neveu. Okusai rit de bon cœur. Tojiro avale des gâteaux de riz à s'en étouffer et le banquet se prolonge tard après la tombée du jour dans la lueur dansante des lanternes de papier. Enfin, après une dernière coupe, le vieux peintre s'adresse à son élève. Sa voix s'est soudain faite grave et la famille l'écoute en silence. « Tu as bien grandi, Tojiro, et ton oncle peut être fier de toi. J'ai écrit, avec son accord, à un de mes amis maître graveur à Nagasaki. Il est prêt à te prendre à son service et à t'enseigner le métier. C'est une formidable occasion pour toi. Tu vas enfin voyager. Là-bas, il y a un comptoir tenu par des marchands européens. Ils ont d'autres coutumes et connaissent d'autres techniques. Un jeune garçon comme toi doit s'ouvrir sur les autres mondes. Suis bien les conseils de ton nouveau maître. Gravé dans le bois t'apprendra la rigueur, c'est une bonne école. Ainsi, lorsque tu prendras le pinceau, ce sera d'une main ferme et sûre. Si tu veux penser à moi, dessine un chichi chaque matin. Et surtout, écris-moi quand tu le veux, je ne manquerai jamais de te répondre. Tojiro incline la tête. Il ne veut pas pleurer le jour de la fête des garçons, mais ses yeux s'embument malgré lui. Okusai fait glisser devant lui un paquet enveloppé de coton. Ouvre-le, Tojiro, c'est un cadeau. En ravalant ses larmes, Tojiro déplie la toile et découvre le présent du vieux peintre. Ce sont les 10 premiers exemplaires de la manga. Le lendemain de cette étrange journée, Tojiro vient faire ses adieux au maître. Sur la table où le jeune garçon aimait lire, le vieux peintre a déposé son célèbre album des 100 vues du mont Fuji. Tojiro le feuillette tristement. Soudain, il tombe sur la dernière page où sont inscrits ces mots. Dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé à dessiner toutes sortes de choses. À 50 ans, j'avais déjà beaucoup dessiné, mais rien de ce que j'ai fait avant ma 70e année ne mérite vraiment qu'on en parle. C'est à 73 ans que j'ai commencé à comprendre la véritable forme des animaux, des insectes et des poissons, et la nature des plantes et des arbres. En conséquence, à 86 ans, j'aurais fait de plus en plus de progrès, et à 90 ans, j'aurais pénétré plus avant dans l'essence de l'art. À 100 ans, j'aurais définitivement atteint un niveau merveilleux. Et à 110 ans, chaque point et chaque ligne de mes dessins aura sa vie propre. Je voudrais demander à ceux qui me survivront de constater que je n'ai pas parlé sans raison. Okusai, le vieillard fou de dessin. Alors Tojiro se tourne vers le vieux peintre et lui dit « J'apprendrai,